Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Djibouti. Il est question du système éducatif et de la formation professionnelle à Djibouti. Nous sommes en compagnie de Mohamed Abdallah Mayoub, représentant du candidat Ismail Omar Guelleh, Ismail Ali Ahmed, représentant du candidat Mohamed Daoud Chehem, d'Ismail Ahmed Assoué, représentant du candidat Omar Elmi Keïré, et d'Omar Mohamed Zora, représentant du candidat Jama Abdourahmane Andolé. Juste avant la pause, M. Mayoub, vous étiez en train d'interpeller notre invité qui se trouve en face, M. Zora, et vous lui demandiez s'il savait exactement ce que signifiait l'approche par compétence. Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question, M. Zora? Oui, madame. Avant de passer la parole à M. Ismail, bien sûr. Oui. L'approche par compétence a été mise en point sur deux valeurs de l'éducation, d'apprendre l'enfant sur les notions du savoir. Elle était le contraire de ce qu'on en avait l'ancien système syllabique. Elle nous a reproduit l'approche par compétence, d'évaluer le savoir-faire et de continuer l'enfant à savoir raisonner par la logique. C'est ça l'approche par compétence. Donc, l'approche, lorsque l'enfant, qu'on souhaite qu'il veut raisonner par sa logique, lorsque le personnel ou l'engagement de ces services n'a pas la qualification ni la formation de conduire ou d'obliger l'enfant de raisonner de sa propre logique, comment peut-on souhaiter la réussite de l'approche par compétence à la première année à un enfant qui n'a même pas vu d'écrire un schéma ou une figure ou de tout ça? Et vous-même, juste encore une dernière question, vous-même, alors vous avez bénéficié du système syllabique ou de l'approche par compétence? Syllabique. Syllabique. Donc c'est pour cela que je vais écrire. Parce que moi, en première année, Mayoub, laisse-moi. On vous a déjà accordé la parole, vous avez posé une question, donc l'invité à répondre. Maintenant, c'est au tour de M. Ismail. Alors, M. Ismail, est-ce qu'il y a écart flagrant entre, par exemple, l'enseignement dans le secteur privé à l'heure actuelle et l'enseignement dans le secteur public, d'après vous? Moi, je suis beaucoup des régions. Je ne sais même pas de quoi on parle quand on dit qu'il y a les privés. Là-bas, nous, on n'a même pas l'occasion de profiter des privés. À l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays. Donc ça, si ils en parlent, ils ont vraiment leur chance. Et nous n'avons même pas aussi la chance de mettre nos enfants dans des meilleures écoles aussi. Hein? Là-bas, la réalité est vraiment là. L'école pour tous est là. Comment ça a réussi son échec? Mais pour qu'il y ait un secteur privé qui se développe, il faut qu'il y ait une demande. Si le secteur public répond à la demande à l'intérieur des régions... C'est pas qu'il n'y a pas une demande. Il faut une gestion. Comme je vous ai déjà dit, c'était prévu de vraiment décentraliser ça et ça s'est recentralisé. Oui, mais si l'école publique est gratuite et que le niveau de vie est moins élevé à l'intérieur du pays, comment voulez-vous que les personnes qui se trouvent à l'intérieur du pays puissent mettre leurs enfants dans le privé? Il n'y a même pas de privé. On ne peut même plus parler des privés, mais on a assez d'écoles. C'est-à-dire que dans Tadjoura-Ville, par exemple, dans toute la région de Tadjoura, il y a 30 écoles. Oui. Voilà, 32 écoles, 30 écoles. C'est suffisant pour vous? Je vous ai déjà dit, moi j'ai déjà reconnu l'accès. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand j'étais directeur d'école, il n'y avait que des écoles. Oui. Tu vois, en 91. Après, maintenant, il y a eu des écoles, il y a eu aussi des CS à Randa. Et tellement, tu sais, vous savez comment ça a profité, tellement il y a eu l'accès, il y a eu des écoles, ça a construit, c'est ça aussi, il faut le reconnaître aussi. C'est grâce aussi aux gros bailleurs, aux USAID. On a bien en profité de la guerre. Les malheurs des uns font le bonheur des autres, comme on dit là, de la guerre de 91 en Irak et tout ça. L'USAID est venu vraiment mettre les paquets en accès, on a eu des écoles, mais maintenant la qualité est restée du côté du gouvernement, qui a changé du MINSIP au MINFOP. Manfou ou bien Manfo, je ne sais pas, Manfop, pardon. Manfop, d'accord. C'est devenu un peu Manfou, je vais dire, parce qu'il y a tellement de hauts cadres, c'est le seul rescapé, je crois, M. Mayoub, hein, de ces hauts cadres qui ont été depuis M. Jama, vraiment, hein, parce qu'il fallait, c'est pas facile, je sais un peu de quoi je parle en 99, avec l'ancien ministre, il a eu très bien, mention très bien, parce qu'ils avaient tous commencé, il était déjà en 99 ministre, avec M. Ismail Omar Guelleh, qui a nommé l'ancien ministre de l'Éducation, qui est aussi président comment on dit ça, des cours constitutionnels, je crois, maintenant, en ce moment. Il y a eu une mention très bien, parce qu'il ne pouvait rien faire, M. Iogé, de donner une mention très bien, parce qu'il n'y a pas eu une autre ministre pendant tous ces 10 ans.
10 années d'IOG, 10 années de Hamoud. Donc il fallait donner un très bien. Moi je me suis dit, comment très bien avec l'approche n'a pas tellement réussi. Mais là, quand on voit après ce qui est venu avec M. Jama, c'est vraiment construire, c'est peut-être constructif, mais c'est trop destructif, je vais dire là. Donc c'est les cadres. Moi je vais dire que la qualité des cadres aussi, je voulais dire que la qualité des cadres aussi a failli. Des cadres enseignants. Des cadres enseignants et des cadres aussi de gestion, des pédagogues. Voilà, donc, des pédagogues, des vrais pédagogues qui étaient là-bas, avec l'ancien ministère. Je ne sais pas, c'est le seul rescapé, je voulais dire. Monsieur Ismaël, alors, on est confronté à une situation depuis la réforme notamment du système éducatif en 2000 où un certain nombre d'écoles ont été construites. Bon, donc au niveau des infrastructures, certains semblent dire qu'on répond aux attentes de la population, plus ou moins. Les enfants et les élèves ont accès à l'école, ont une fourniture scolaire qui est gratuite. Certaines de leurs études, même qui vont au-delà justement du baccalauréat, sont financées ou subventionnées. En tout cas, l'État semble être présent. Le seul point qui vous pose problème, est-ce l'approche par compétence ou alors il y a d'autres points aussi où vous estimez que l'État a failli? En fait, les écoles, il y a des constructions, des écoles sont construites. On nous casse trop la tête avec ça. On construit pour les écrans de télévision et pour faire de la publicité au système éducatif, c'est tout. Je vais vous donner un exemple très précis. Regardez, à Arta, il y a une semaine, le président a posé une pierre pour la construction d'un lycée, en fait. Sur Arta même, voici un bâtiment qui est complètement... C'est le collège d'Arta, en fait, ici, au milieu des arbres. Il y a un bâtiment, la bibliothèque, qui est complètement détruite et l'école fonctionne, les élèves sont là. La bibliothèque ne fonctionne pas, il n'y a pas le toit, il n'y a rien du tout. En fait, on construit et on passe, on ne revient plus. Les toilettes sont délabrées. Il y a plein de problèmes dans les écoles qui sont déjà construites. On passe à autre chose, pour faire plus et plus et plus et faire plus de publicité et plus d'éloges. Je trouve que ce n'est pas sérieux et c'est un peu trop de nous casser la tête. Donc il y a un problème de maintenance. Ça, c'est la première chose. Pardon? De maintenance. Il y a un problème de maintenance. De gestion. C'est de gestion, de maintenance. De maintenance, oui, en regroupement. L'entretien des bâtiments. S'il y avait une vision de l'éducation nationale claire, l'entretien et tout le reste suivrait. Je pense que c'est juste pour dire que des choses ont été faites sans regarder la qualité de chaque chose. À PK13, il y a un lycée. J'ai été interpellé hier par les parents d'élèves de ce lycée, en fait. Ce lycée-là, il y a des salles de classe qui n'ont pas encore l'installation électrique. Et le pire, ce sont des salles de classe qui sont destinées aux élèves de STG et où ils devraient étudier les cours informatiques. Et des fenêtres sont cassées, etc. etc. Donc, c'est un problème de vision, en fait. On construit pour le plaisir de construire. Il n'y a pas de projet politique clair et on n'a pas d'ambition pour éduquer les gens. La seconde question, c'était accès et fourniture gratuite. Je continue sur... Pendant combien de temps allez-vous continuer? Parce que là, il faut poursuivre le débat. Oui. Donc, on va peut-être s'arrêter sur ce point-là. Si vous avez juste un mot à rajouter, avant que justement, puisqu'on a interpellé le pouvoir à de multiples reprises, peut-être devrions-nous entendre la réponse à toutes ces interrogations. Je vais souligner en 3 catégories. Je vais en classifier à souligner en un mot pour le système éducatif national. Si on veut améliorer ou construire le futur leadership de ce pays, il faut chercher le problème dans son source. Lorsque moi je demande de chercher le problème dans son source, c'est imposer une étude de tête posée en faisant appel aux professionnels d'agir d'une manière digne et responsable sur le personnel, sur les maintenances et sécuritaire. Ce qui veut dire la sécurité sanitaire et la sécurité médicale. Parce que nous, on avait à notre enfance, dans notre propre école, un premier secours médical, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans les institutions, il n'y a pas des infirmeries, premièrement. C'est comme Absoui disait, il n'y a pas de bibliothèque. Secondo, la sécurité, il est regrettable de voir à Joseph Kessel, lorsqu'à la sortie, à la fin de la journée, c'est une lycée française, il y a un trafic. Il y a un trafic, tu vois, un police routier qui est en train d'orienter
ou d'arrêter le voiture pour que les enfants passent. Mais pour les enfants, pour les écoles, à Bloch, lycée d'État, collège d'Amboli, Figizawa, quelle sécurité éducative ou sécurité routière que vous avez proposé pour préserver les étudiants aux périodes qui sont à l'école? Mais il est regrettable de voir que d'autres en profitent plus que les Djiboutiens. Merci, M. Zora. Alors justement, M. Mayoub, pouvez-vous, si vous le souhaitez, bien évidemment, répondre à toutes les interrogations, qu'il s'agisse de maintenance, de sécurité, d'infirmerie manquante, de gestion et de l'APC. Oui, alors, de l'APC. Je voudrais vraiment clarifier un peu les idées pour mon ami. L'APC n'est pas antinomique à la méthode syllabique. Je pense que l'APC, qu'est-ce qu'elle veut dire tout simplement? Elle veut dire qu'il faut développer des compétences à l'école. Toute école qui n'a pas vocation de développer des compétences n'est pas une école. Donc, n'importe quelle école du monde doit développer des compétences. C'est ça ce qu'elle veut dire l'APC tout simplement. Après, il y a ce qu'on appelle des méthodes pédagogiques et didactiques qui sont inhérentes à cette. Et il y a des méthodes d'évaluation. C'est ça l'APC. C'est-à-dire que vous devez mettre en place des méthodes actives, des méthodes qui permettent à l'élève d'être acteur. Et là, vous lui refusez même de raisonner. Tout à l'heure, vous dites qu'il ne doit pas raisonner, il doit apprendre la méthode syllabique. Vous voyez, il doit être autonome, il doit apprendre à raisonner tout seul, il doit savoir agir tout seul. C'est ça l'approche par les compétences. Et c'est ça qui est mis en place à Djibouti. Que vous le vouliez ou non, et c'est ça qui permet aux élèves... Ne m'interrompez pas, je ne vous ai pas interrompu. Sous l'évaluation de quelles ressources? Voilà. L'approche par les compétences à Djibouti répond vraiment aux besoins des Djiboutiens. Et les manuels qui sont produits aujourd'hui sont demandés, vous savez où? Au Niger, monsieur. Vous savez le Niger où il se situe? Ils nous ont demandé, on a fait une conférence à Djibouti en 2008 sur l'approche par les compétences et la rédaction des manuels. On a eu 11 pays africains qui sont venus nous voir comment nous faisions. Et nous avons été un modèle pour ces pays. Alors si vous n'avez pas connaissance de ces informations, je suis désolé, je pense que vous pouvez aller au CRIPEL. Pour ce qui concerne les constructions, madame, pour aller très vite, pour les constructions, je rappelle à M. Ismaël qu'il y a 2 ans, nous avons réhabilité toutes les écoles, toutes les toilettes des écoles primaires et des collèges et des lycées. Il me parle d'un cas particulier. Les projets de reconstruction, oui, j'ai vu, mais les projets, il a été emporté par les vents. Il y a des intempéries à Djibouti. Arta est une zone où il y a beaucoup de vent, donc les toits ont été emportés. Ces toits, le ministère a mis en place un projet pour réhabiliter l'ensemble du collège, mais en plus de ça, il y a un lycée hôtelier Arta d'excellence et qui est des références nationales. Nous avons, le président de la République a posé la pierre pour un futur lycée aussi moderne. Donc il y aura un lycée. Mais oui, heureusement d'ailleurs qu'il le fasse. Heureusement qu'il construit les lycées. Heureusement qu'il construit. Et justement, c'est les bâtisseurs du pays, Ismaël Omar Guelleh. Et je pense que vous devez le reconnaître. On va terminer sur une dernière réponse. Juste un point, madame. Je pense que je vais vous dire, aujourd'hui, nous avons la sécurité. Vous avez parlé de la sécurité. Mais je ne sais pas où est-ce que vous vivez. Vous avez cité l'exemple de Bloch. Mais chaque matin, il y a des policiers. Chaque après-midi, il y a des policiers. Mais on ne les voit pas. Mais portez des lunettes alors pour les voir. Je suis désolé. On ne les voit pas. Juste pour dire un mot. Vous venez de Bolaos. Dans la gestion. Il n'y en a pas. Est-ce que vous vivez à Bolaos? C'est mon quartier. C'est mon quartier. Et donc vous n'en voyez pas sur place. C'est triste. Tous les matins à côté. Divergence d'opinion. Tous les matins à côté, ne niez pas la vérité quand même. Alors ça c'est un détail. Je vais juste arriver à quelque chose. Alors pour tout ce qui a été réussi par les systèmes éducatifs, pour les cadres, il y a une révalorisation de tous les enseignants. Nous avons réhabilité. Ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Laissez-moi écouter, ça fait partie de la politesse du débat, n'est-ce pas? Je respecte. Voilà, je ne vous ai pas interrompu, vous avez demandé qu'on ne s'interrompe pas, donc qu'on ne s'interrompe pas. Nous avons révalorisé 4600 personnels de l'éducation nationale en 3 ans, parce que le ministère a fait des économies. Tous les enseignants qui étaient à l'étranger et qui percevaient leur salaire, il a restructuré. Il parlait tout à l'heure du ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation est un homme, aujourd'hui je parle du candidat Ismaël Omar Guelleh, je parle pas mais le ministre de l'Éducation met en œuvre la politique du président Guelleh. Et aujourd'hui, on a valorisé 4600 enseignants. On donne des kits scolaires à tous les enfants. La cantine scolaire, elle est partout. Les enfants mangent 3 fois par jour, avec un menu qui est établi clairement, avec de la viande, du poisson. Nous avons aussi
dans toutes les écoles, les fournitures scolaires, les élèves dans les régions. C'est ça votre qualité? Oui, mais c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça ce que vous proposez dans nous donnons des livres gratuitement. Juste pour terminer, nous donnons des livres gratuitement aux enfants des régions. Les livres sont gratuits. Les livres au lycée, nous avons produit des livres nationaux. Un livre qui coûtait autrefois 5 000 à 7 000 francs, aujourd'hui, l'enfant djiboutien, il l'achète à 600 francs. Et il est de qualité. C'est pas gratuit, c'est 6 000 non, les livres sont vraiment achetés par les enfants. Pour des buts, mais 600 francs. Pour 600 francs. Soit 1 franc. Le prix a été considérablement réduit, mais on n'est pas encore à la gratuité. À 2 $ les livres. Donc, bon, on va se terminer là-dessus. Monsieur Ismail. Monsieur Ismail aussi avait un mot à rajouter et nous arrivons quasiment au terme de cette partie, donc il serait temps de pouvoir poursuivre. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit, mais il ne m'a toujours pas parlé des cadres. J'ai dit que pour cette qualité, c'est les cadres qui ont failli. Et c'est depuis les MANSUP. C'était les MANSUP autant, maintenant depuis le MANFOP. Donc il y avait tellement de spécialistes, même du CRUPEN dont il parle, qui ont fait des gros livres, les PDG du CRUPEN. C'est des gros, je vais dire, des gros techniciens, des gros pédagogues qui ont fait ce ministère. Même au temps d'Ismaël Diogé, entre 1999 jusqu'à 2001. Vous voyez. Et là, après, depuis 2013 et 2012, et tout ce qui a dit que ça a été la qualité aussi, la cantine et tout ça, était vraiment là. Mais le menu, la qualité du menu, depuis ces 3 ans-là, il n'y a aucun contrôle. Et monsieur Mayoub ne peut pas me dire que... C'est l'inverse. Oui, depuis 2012. Il est en train de dire. Moi, je vais aussi le reconnaître. Une chose, déjà en 2012, même en 2011, avec le dynamique de M. Jama, il est venu, même sur le terrain, au CS, il a fait le même constat. Moi, j'étais gestionnaire là, de ce CS-là, c'est-à-dire directeur comme gestion de la direction régionale, de tous les CS, de toutes les écoles. On a fait le même constat et ça a été même songé au lycée. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Après, depuis 2013, depuis tous ces changements de hauts cadres qui sont toujours là, à ne rien faire, là, moi, ce que j'appelais même les hauts cadres de là-bas, les pédagogues de Tadjoura, vous allez trouver une dizaine. Monsieur Ismail, parce qu'avant 6 mois, il m'avait fait le même truc. Que faudrait-il pour améliorer faire évoluer les maillons faibles du système éducatif djiboutien que vous dénoncez? Je pense qu'il faut mettre notre souci, il faut le centrer sur l'enseignant. Il y a un poète arabe qui a dit « Kadal mu'allim wa yakuna rasula ». L'enseignant est comparé au prophète tellement qu'il est utile pour la société. Le problème à Djibouti, ce n'est pas un système, ce n'est pas un problème de système. Oui, c'est un problème du système, mais pas tellement. Ce n'est pas tellement l'APC, mais c'est aussi je veux dire, le rapport de l'enseignant au ministère de l'Éducation et au ministre notamment. Les enseignants sont réprimés en fait. Ils ne peuvent pas avoir d'autre choix que le choix que Mayoub a fait, le choix du candidat Ismaël Marguelé. Ils ne peuvent pas faire l'éloge de quelqu'un d'autre, autre que lui en fait. Ils ne peuvent pas écrire des articles critiques sur la société, sur l'éducation, sur l'économie. Des enseignants sont virés et licenciés. À l'université de Djibouti, au plus haut niveau, l'université et les enseignants et le docteur de l'université, ils sont là. Pour l'avoir interviewé, la question a été posée notamment au ministre en charge de l'Éducation nationale, qui a réfuté bien sûr tout ce que vous êtes en train de dire et qui a manifesté son envie de vous faire comprendre qu'il n'y a pas mélange des genres. Il a son rôle de ministre de l'Éducation nationale et certains enseignants, pour des raisons X ou Y, dénonceraient des agissements qui ne seraient pas les siens. Je vous cite 2 exemples très précis. Il y a un enseignant d'informatique qui s'appelle Ismail Jilal. Il y a un autre enseignant de mathématiques qui s'appelle Kadar Abdi Ibrahim. Ce sont 2 enseignants de l'université. Et toute la population de Djibouti sait que ces 2 enseignants étaient engagés dans des activités pour l'opposition et qu'ils écrivaient. Leur position était très claire. Et par hasard, l'un est viré pour faute grave. La faute grave n'avait jamais été prouvée. Et Kadar, il a été viré pour manque au droit de réserve, quelque chose comme ça. Mais en fait, la question que nous avons posée, la question que j'ai posée au ministre de l'Enseignement supérieur, c'est est-ce qu'il n'y a pas un conseil de discipline à l'université de Djibouti? Est-ce qu'il n'y a pas une procédure qui étudie et enfin aboutit
Tout ça n'a pas été suivi, ça a été ordonné directement de la présidence de la République. On va terminer là-dessus. Et c'est même pas le président qui a signé, c'est le secrétaire général de la présidence qui avait signé leur licenciement. Monsieur Mayoub, juste il y a d'autres enseignants aussi, excusez-moi, il y a d'autres enseignants. On n'a plus de temps en fait. Ça n'aura pas de sens, il faut que je conclue mon idée en fait. Si vous concluez votre idée, on n'aura pas le temps d'avoir une moindre réaction et on devra arrêter le débat. Je vais dire juste un mot. Les enseignants ont leur droit de leur opinion partout où ils sont. Mais en dehors de l'école, l'école est un lieu sacré, monsieur. L'école est un lieu sacré pour tout le monde. Nous confions nos enfants aux enseignants. Les enseignants aujourd'hui, 99%, c'est des gens qui s'acquittent de leur métier, excusez-moi, de leur métier de manière merveilleuse. Ils ont une façon de voilà, penser. ils ont le droit, mais en dehors de l'école. L'école, c'est sacré. L'école est sacrée, ils n'ont pas le droit d'influencer les enfants, ils n'ont pas le droit d'embrigader les enfants, ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ce plateau? Il est l'un des témoins aussi. Il est l'un des témoins en plus. Monsieur Mayoub, Monsieur Ismaël. Victime de quoi? Écoutez, très chers invités, Monsieur Ismaël, je suis désolé, peut-être que vous avez... Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, Monsieur Ismaël ne veut pas nous écouter. Vous n'avez pas le droit d'instrumentaliser les enfants. Monsieur Ismaël, Monsieur Mayoub, Monsieur Ismaël, est-ce que je dois crier encore plus pour que vous m'écoutiez sur ce plateau? On est en train d'organiser un débat, on ne s'entend plus, les téléspectateurs ne vous entendent plus, je vous prie de les respecter. Sur ce, nous allons lancer le journal de campagne, très chers téléspectateurs, et nous nous retrouverons juste après. Merci à vous, Monsieur Mayoub, d'avoir participé à cette émission. Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de campagne. Omar Elmi Kayire est l'un des deux candidats de l'Union pour le salut national à cette élection présidentielle djiboutienne. Ce week-end, il a tenu un meeting de campagne à Ouéa, un village situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Djibouti. À ces populations, il a promis des conditions de vie décentes s'il est porté à la tête du pays au soir du 8 avril 2016. Olive Adjakota. Les populations de Ouéa se mobilisent pour la victoire du candidat Omar Elmi Kayire à la présidentielle de 2016. Les militants de l'Union pour le salut national de ce village, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Djibouti, ont répondu nombreux à l'appel du candidat du changement lors de son 5e meeting ce 29 mars 2016. Ici, des électeurs disent déjà accorder leur confiance au candidat du nouveau départ, Omar Elmi Kayire. Je suis une militante de l'USN et mon seul choix, c'est Omar Elmi Kayire. Je voterai pour lui pour un réel changement. Le président Guelleh n'a pas fait grand-chose pour notre localité et j'espère qu'avec Kayire, notre situation sera meilleure. Ce qui est le plus remarquant, c'est que les fonds qui sont destinés aux gens, aux nécessités, les jeunes diplômés qui ont des projets à réaliser ne sont pas à leur destination. Ils sont donnés à des gens qui n'en ont pas besoin. Ouéa est une zone où transitent des camions de marchandises à destination de l'Éthiopie. Aussi, selon le candidat, le chômage des jeunes, la pauvreté et l'accès surtout aux médicaments restent des défis d'actualité. Omar Elmi Kayire se veut la réponse adéquate à ces difficultés. Vous êtes situé dans une zone stratégique. Dès que je serai au pouvoir, je prélèverai des taxes sur les camions éthiopiens qui traversent votre village et vous les reverserez. Elles serviront ensuite à mettre en place des projets pour améliorer vos conditions de vie et créer beaucoup d'emplois. La délégation de campagne du candidat Omar Elmi Kayire s'est rendue à Arta, à 30 km de la capitale Djibouti, pour le 6e meeting de cette campagne présidentielle. La campagne électorale suit son cours normal ici à Djibouti. Les candidats sillonnent les villes et les campagnes à la rencontre des populations afin de leur expliquer leur programme de société. Les partisans de l'Union pour la majorité présidentielle estiment quant à eux que Ismaël Omar Guelleh est le seul candidat crédible à cette élection présidentielle, en témoignent ses nombreuses réalisations au profit du pays. Eladine Djaï. L'élection présidentielle approche à grands pas. Ici à Djibouti, les candidats sillonnent le pays pour convaincre les populations à voter massivement pour eux. Quant aux partisans de Ismaël Omar Guelleh, il n'y a aucun doute, IOG, comme on l'appelle affectueusement, est déjà le vainqueur de cette élection 2016. On soutient IOG parce que
on ne voit pas plus meilleur que lui. On ne voit pas plus meilleur que lui. Depuis 1999, depuis son accession à la magistrature suprême, tout d'abord, il a essayé de rendre les tensions inter-Djibouti, il a essayé de rendre en paix. Alhamdulillah, grâce à lui, grâce à son système politique, on est en paix. Jeune que je suis, je pense que c'est le bon candidat pour nous, pour le pays, pour la stabilité, tout, économiquement. Et je pense que voilà, c'est l'homme qu'on a besoin. Le président sortant a indiqué que des efforts ont été consentis ces dernières années dans le souci d'apporter une réponse aux attentes des populations, notamment dans les secteurs prioritaires comme la santé et l'éducation. Des actions saluées par des femmes. On est bien avec notre président, on l'aime beaucoup. On est d'accord, il nous a fait tout ce qu'on veut parce que toutes les femmes ont la liberté. Il nous a soutenus, il nous a donné les droits de la femme et des places et de faire tout ce qu'on veut. À propos de ça, on est très contents. IOG, le leader de l'UMP à la présidentielle, compte beaucoup sur le soutien des femmes pour briguer la magistrature suprême. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre en cas de réélection les efforts déjà entrepris afin de poser les jalons d'un développement durable. 6 candidats, dont le président sortant, sollicitent le suffrage de plus de 187 000 électeurs déjà inscrits. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh était en meeting ce week-end à Obok. Face à ses militants, il a promis de poursuivre les projets déjà en cours dans cette région et de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Eladine Diaye. La région d'Obok, située à 235 km de la capitale Djibouti, réclame un 4e mandat à Ismaël Omar Guelleh, le candidat de la coalition de l'UMP à la présidentielle. Les Verts de cette région sont sortis ce samedi 2 avril 2016 pour accueillir celui qu'ils surnomment le bâtisseur Ismaël Omar Guelleh. La ville de Obok, affectueusement appelée Hayou, va bientôt bénéficier d'un aéroport de haut de gamme, une route la reliant à Tajoura. IOG ne compte pas s'en arrêter là avec ses réalisations s'il est reconduit à la tête de son pays. Les projets de développement déjà initiés à Obok ne sont que les préludes d'une série de réalisations programmées en vue de l'essor économique de cette région. Obok répond au profil exceptionnel d'une région susceptible d'abriter côte à côte des projets relevant du secteur touristique, de l'agriculture et de l'exploitation des ressources halieutiques. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires à la connexion d'Obok avec une dynamique d'exploitation optimale de tous ces reliefs. L'autre défi de Ismaël Omar Guelleh, le candidat à sa propre succession, est de lutter contre le chômage des jeunes de cette région. Pour ce faire, des centres de formation professionnelle seront érigés. Je compte faire reculer le chômage dans cette région à travers la mise sur pied des formations pratiques et professionnelles. Nous comptons rapidement mettre sur pied une série de centres professionnels et techniques qui auraient vocation à conférer des formations pratiques aux jeunes de la région d'Obok afin qu'ils disposent des qualifications requises par les marchés de l'emploi de leur région. Selon IOG, toutes ces promesses ne sauraient se réaliser s'il n'est pas réélu. Pour cela, il invite les populations de Hayou en particulier et tous les Djiboutiens dans leur ensemble à glisser massivement les bulletins verts dans les urnes ce 8 avril 2016. Ismaël Omar Guelleh continue sa quête d'électeurs sur l'ensemble du territoire djiboutien. Nous allons à présent retrouver notre envoyé spécial à Djibouti, Olive Adjakotan, qui s'est rendu à Arta. Il a rencontré le porte-parole du candidat indépendant, Djama Abdourahmane Andolé, qui nous fait ici le point après une semaine de campagne. Oui, Valentin, nous sommes actuellement à Arta, à environ 30 km de la capitale Djibouti. Et c'est dans cette ville que le candidat Andolé, un candidat indépendant, a voulu tenir son meeting ce jour. Et actuellement, je suis avec son conseiller, en même temps porte-parole. Il s'appelle M. Abeba. M. Abeba, bonsoir. Et dites-nous, après une semaine de campagne, comment vous vous sentez? Bonsoir et merci pour France 24, Africa 24. C'est qu'après une semaine, on est confiant. On est tellement heureux aujourd'hui d'être à Arta. Et la jeunesse d'Arta nous a honorés de leur présence. Et ils ont dit leur doléance. C'est que les jeunes d'Arta se plaignent de la pauvreté. C'est qu'ils n'ont pas de travail, il n'y a pas de terrain de football et il n'y a pas d'eau. Ok, mais on sait globalement que votre candidat mise beaucoup sur la jeunesse pour un départ nouveau à Djibouti. Il nous reste encore une semaine pour aller au scrutin présidentiel. Alors est-ce que vous vous sentez de plus en plus proche de la présidence? Inch'Allah, que Dieu l'accepte, parce qu'on sait qu'aujourd'hui,
on l'a battu de tous les côtés. Parce que les jeunes, quel que soit leur âge et quel que soit leur habit qu'ils portent, la tenue du président Yogé, mais le fond, ils veulent tous un changement. Valentin, il faut rappeler que M. Andolé, c'est un ancien notaire et c'est pour la première fois qu'il est candidat à une élection présidentielle ici en République de Djibouti. Il sera dans la région d'Ali Sabié et après il se rendra à Dikil et plus tard à Obok. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette 8e édition du journal de campagne présenté depuis Djibouti, la capitale de la République de Djibouti. Merci de nous avoir suivis et tout de suite une nouvelle session d'information sur Africa 24.